Ce guide s'intitule Fonds et fondations, stratégie d'investissement pour le climat, un guide pratique inédit pour passer à l'action. Vous aurez au cours de cette séance qui est donc enregistrée, donc si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, vous pouvez éteindre votre caméra, mais normalement c'est le cas pour tous les participants et seuls les internautes caméra ouverte, et par contre on leur demande de la garder jusqu'au bout. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et tweeter, liker, etc. Et l'annonce du jour, c'est que nous avons 141 signataires du manifeste pour le climat et plus de 200 inscrits à cette session. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Jean-Marc Potra pour le mot d'accueil. Merci Béatrice, bonjour à toutes et à tous. Nous avons encore recours à ces échanges en visio, ce qui est toujours perturbant de devoir parler à un écran, mais on sait que vous êtes très nombreux et je vous en remercie, vous êtes connectés à ce réveil climat important. Un réveil climat important parce que nous le savons, l'urgence climatique maintenant fait la une de quasiment tous les JT. Et lorsqu'il y a un peu plus de 2 ans, avec Marie-Stéphane Maradex, que je salue, nous avions envisagé et inventé tous ensemble, cette coalition française des fondations pour le climat. Nous ne savions peut-être pas à quel point aujourd'hui nous serions déjà à devoir parler de cette urgence climatique de plus en plus forte. Et donc, il n'est jamais trop tard, et c'est bien le sujet de ce travail collectif que nous essayons de porter. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est celui des finances. Les fondations, par définition, ont des ressources, des actifs, des moyens souvent financiers qu'elles consacrent à une cause d'intérêt général. Donc, l'enjeu des finances dans le secteur des fondations est évidemment stratégique. Nous estimons à plus de 20 milliards d'euros d'actifs financiers les avoirs des fondations françaises. C'est pour nous un minimum, excusez-moi. Et donc, comment ces placements sont affectés ou pas, ou prennent en compte les enjeux climatiques, la capacité de transformation réelle, selon nous, c'est ce qui nous a poussé à porter ce groupe de travail sur la manière dont les fondations peuvent intégrer du climat dans leur placement. Et au-delà d'un groupe de travail très dynamique, je tiens à remercier et à saluer, l'objectif était de produire un outil pratique permettant concrètement aux fondations d'intégrer ce climat dans leur placement. Le sujet n'étant pas forcément très aisé de prime abord, nous avons constaté que beaucoup d'opérateurs, de banques ou gestionnaires d'actifs souvent en parlaient, mais avaient parfois une approche disparate, on va dire. Et donc, l'idée de ce guide est de vraiment faire le point et de donner un outil très pratico-pratique à chacun d'entre vous pour pouvoir intégrer du climat dans vos placements. Donc, ce guide s'adresse à toutes les fondations, quelle que soit sa taille, son secteur d'activité, et a vraiment pour ambition de vous aider à passer à l'action en sachant que nous savons que le temps est désormais très compté. Donc, je tiens à remercier donc chaleureusement Marie-Stéphane pour son énergie et le pilotage de ce travail, aux côtés de 5 membres du comité de pilotage, que je salue également, l'ensemble des fondations qui ont participé à la rédaction, et en particulier, par ailleurs, Béatrice Hérault, donc, qui est ici présente et qui est rédactrice de ce guide. Elle a fait un très bon boulot avec Béatrice, bien sûr, qu'on ne présente plus, pour chaque réveil climat, et qui là aussi a mis toute son expertise professionnelle dans cet outil. Bien sûr, on remercie la Fondation RTE et à nouveau la Fondation Danielina Carasso qui ont financé ce guide, car le principe du CFF est d'essayer de produire des outils gratuits pour toutes et tous, mais cela n'est possible que parce que nous avons des partenaires qui financent ces outils. Voilà, et vous dire qu'on est bien sûr, on sera bien sûr très heureux d'accueillir toutes les fondations et les fonds de dotation qui aujourd'hui ne sont pas au CFF pour prolonger ces échanges, y compris dans un cercle de gestion financière que nous animons tout au long de l'année et dont Pierre Valentin est ici le représentant. Voilà, sans oublier, parce qu'après je ne reprends pas plus la parole, de remercier Sandrine Maezano pour sa bonne humeur et son animation fidèle tout au long de ces réveils climat. Et je crois d'ailleurs, Sandrine, que c'est à toi que je repasse la parole. Merci.
Quelle liaison. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci pour cette introduction. Donc, nous sommes sur le 16e Réveil Climat dans un format un peu exceptionnel puisque nous démarrons pour cette séquence exceptionnellement à 10h30 et pas sur nos réveils climat habituels de 8h30 parce qu'effectivement, c'est un réveil climat exceptionnel par la nature du sujet, par le nombre de participants connectés et je dirais même aussi par le nombre d'intervenants. Il y a 9 intervenants sur une séquence d'1h30. Alors, sans plus attendre ce programme, je vous le donne dans les grandes lignes. Bien entendu, Marie-Stéphane Maradex, déléguée générale de la Fondation Daniel Inina Carasso, nous recontextualisera la genèse du guide et puis nous aurons nos moments de témoignage. On accueillera Olivier Neumann, Alexis Merville, Heidi Giovacchini, Anaïs Lossignol, Max Tillet-Duboulet, Pascal Boussan et Pierre Valentin. Je vous représenterai les uns après les autres tout à l'heure. Et pour la fin, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Michel Papalardo, présidente du comité Label ISR, qui fera la conclusion et un retour sur l'ensemble des interventions que vous aurez pu entendre ce matin. Et comme d'habitude, nos réveils climat, c'est aussi des moments d'interaction. Donc toujours la fameuse séquence questions-réponses pour laquelle on vous invite à anticiper en posant vos questions dans le chat, ce qui permettra après d'y répondre et de ventiler la prise de parole selon les sujets. Et nous terminerons bien sûr par Béatrice qui nous donnera les éléments de l'agenda et notamment les prochains événements. Donc, sans plus attendre, pour lancer et contextualiser ce guide, Marie-Stéphane, je me tourne vers toi. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'historique, de la genèse de ce guide que tu as particulièrement impulsé et dont, je rappelle, tu es pilote dans le groupe de travail Finance et Climat. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Merci beaucoup, Sandrine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là, très honorée parce que c'est un sujet qui est complexe, qui est parfois un petit peu aride et dont il est important de se saisir à l'aune des enjeux climatiques. Et en écoutant Sandrine, j'étais également très heureuse de voir que nous venions symboliquement de passer la barre des 100 connexions. Donc voilà, nous serons au moins une centaine pour ce réveil climat assez exceptionnel. Alors effectivement, je pense qu'il faut revenir à peut-être pourquoi nous avons un pilier investissement dans le manifeste que déjà 141 fondations françaises ont signé, mais plus de 500 à travers l'Europe, puisque je rappelle que la coalition climat, le mouvement philanthropique pour le climat, est un mouvement international qui effectivement est né d'une volonté à la fois de nos amis britanniques et de l'impulsion qu'on a donnée également en Espagne et en France, et qui maintenant s'étend à plusieurs pays européens et à l'international. Et dans le manifeste que toutes les fondations signent, qui sont des manifestes avec des petites appétences et connotations locales, il y a le pilier des investissements. Alors, on peut se poser la question du pourquoi, et je vois deux grandes réponses, en tous les cas, qui elles-mêmes amènent beaucoup d'autres raisons, mais la première, c'est finalement l'impact réel du secteur financier sur le dérèglement climatique en tant que tel, bien entendu à travers, je dirais, les prises de participation dans des entreprises qui elles-mêmes contribuent à ces dérèglements, mais également la manière probablement dont le secteur financier lui-même est constitué, avec une complexité qui fait qu'on perd parfois un petit peu de vue l'économie réelle, et que cela se traduit dans nos fondations par un petit exercice que nous avons fait à la Fondation Carasso, malgré toute notre bonne intention, qui est d'évaluer la température de nos portefeuilles. Et quand vous faites cet exercice-là, vous vous rendez compte que la marche est très haute et qu'il est temps d'agir, que nous sommes bien loin du 1,5 degré, qui est normalement la trajectoire des accords de Paris. Donc déjà, cette raison que le secteur financier, à travers ses modes d'action depuis des années, est très contributif de ces dérèglements. Ensuite, la deuxième raison de ce pilier investissement est bien entendu la cohérence que nous devons donner avec nos missions. Nous œuvrons pour l'intérêt général, quel que soit notre domaine d'activité, et parfois notre stratégie d'investissement cause des effets que nous essayons de réparer, si je puis dire, de par nos missions. Donc il y a une incohérence totale entre
à la fois notre politique d'investissement et notre politique de mécénat. Et je pense qu'à travers ce pilier investissement, c'est l'idée de réconcilier ces deux entrées de notre travail de philanthrope, mais aussi d'investisseur. Alors, bien évidemment, à partir du moment où il y avait un pilier investissement, il était nécessaire d'outiller et d'éclairer les fondations. D'où la création de ce groupe de travail. Et encore une fois, je remercie, je salue mes compagnons de route. Et nous avons travaillé pendant une grosse année avec très vite cette envie finalement d'apporter à vous, fonds et fondations, un outil pratique. Parce que nous-mêmes, nous étions un peu perdus dans l'espèce de jungle que représente cette finance verte, quel que soit le vocable qu'on y met. Et ce groupe de travail, et à travers ce guide, avait envie de répondre à 3 objectifs qui étaient de comprendre, d'éclairer et d'inciter au passage à l'action. Alors, comprendre en fait les enjeux climatiques. Et nous avons beaucoup insisté pour que ce guide, avant de rentrer dans la complexité, je dirais, de ce que c'est que la finance climatique, la finance verte, la finance bas carbone, c'était de comprendre en fait dans quel évidemment, contexte nous étions, ce que nous disaient les rapports du GIEC depuis de nombreuses années, et de comprendre voilà, quels étaient véritablement ces enjeux-là, que ce soit l'impact sur la biodiversité, la question des gaz à effet de serre, voilà, dans quel univers nous étions. Et donc, ce guide vise à nous faire comprendre les enjeux du dérèglement climatique, mais surtout la manière dont la finance peut à la fois influer, bien sûr, sur l'atténuation de ce dérèglement en matière de, par exemple, de gaz à effet de serre, mais également les solutions, parce que la finance a aussi des solutions pour essayer d'adapter et d'atténuer ces dérèglements. Le deuxième enjeu qui était de nous éclairer, mais sur les acteurs, sur les réglementations, sur les produits, sur les stratégies, parce que nous sommes dans un univers très complexe. Et puis le troisième objectif, c'était effectivement, et Jean-Marc l'a dit, c'était le passage à l'action. C'était de dire, nous on l'a fait, et encore une fois, je vais vous faire cet aveu, je ne suis pas une financière du tout. Je suis une pure généraliste. Et du coup, je me suis mis dans ces sujets. Et vous voyez, j'en viens à piloter un groupe de travail sur finance et climat. On aurait dit ça il y a 10 ans. Je vous aurais dit non, ce n'est pas possible. Mais si c'est possible, donc intéressez-vous au sujet. Ça devient vraiment un outil complémentaire de votre stratégie. Et donc, de passer à l'action, surtout à travers des témoignages. Et c'est l'objet de notre réunion ce matin. Et des outils concrets. Voilà, vraiment des choses où vous pouvez entrer dans ce guide par n'importe quelle porte d'entrée, par n'importe quelle page, et c'est cette idée de vous apporter des outils concrets. Donc cet outil est le vôtre, faites-en ce que vous voulez, il est adapté à notre secteur, et c'est vrai que c'est ce que nous voulions. Et je conclurai donc encore une fois par des remerciements très très chaleureux au groupe de travail Finance et Climat, et puis à nos deux Béatrice, à Béatrice de Monlot et Béatrice Hérault, qui effectivement a fait un travail absolument remarquable, très complet, très clair, et j'espère que vous aurez envie de vous précipiter dans la lecture de ce guide. Voilà, merci beaucoup, et je repasse la parole à Sandrine pour présenter nos premiers avis. Marie-Stéphane, merci beaucoup. Comprendre, éclairer, inciter, on a bien compris. Et une petite remarque au passage, ces 2 derniers jours, s'est tenu à la Porte-Maillot, au Palais des Congrès, le grand salon Pro-Durable. Et le thème du salon Pro-Durable, c'était le passage à l'action. Donc, on voit bien qu'avec la CFFC, nous sommes en plein dans l'actualité avec le lancement de ce guide aujourd'hui. Donc, un guide complexe, magnifique. J'ai commencé à le regarder. Béatrice Hérault, vous êtes journaliste, vous êtes donc, on l'a dit, la rédactrice du guide, vous animez aussi un blog, Le Grand Écart. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous en dire sur ce travail de plus de 140 pages, comment il a été structuré? La parole est à vous, on vous écoute attentivement. Bonjour, donc effectivement, je travaille depuis plus de 15 ans sur les questions de transformation écologique des acteurs économiques, donc entreprises et investisseurs. Aujourd'hui, en tant qu'indépendante, j'ai donc fait ce guide selon dans plusieurs logiques qui ont été très bien rappelées par Marie-Stéphane Maradex. En fait, j'ai pas grand-chose de plus à dire par rapport à ça, mais l'objectif, ça a été effectivement qu'il soit
accessible pour ceux qui débutent dans le sujet de la finance. Je suis désolée, j'ai aussi un problème de voix aujourd'hui, je suis très enrhumée, donc je m'en excuse. Donc, accessible pour que tout le monde puisse rentrer dans le sujet, donc notamment avec un glossaire qui est en annexe et qui est assez fourni, à la fois sur les définitions du changement climatique, des négociations qui sont afférentes, des problématiques liées à la biodiversité, et puis aussi un glossaire qui va permettre de rentrer aussi sur les différentes définitions de la finance qu'on appelle durable. Effectivement, Marie-Stéphane Maradeix, vous l'avez rappelé aussi tout à l'heure, c'est un vocable qui peut aussi être questionné aujourd'hui. Donc voilà, on a précisé ce qu'on mettait à l'intérieur. On a voulu être vraiment précis aussi sur les réglementations qui sont en cours en France, en Europe. Hein. Donc, par exemple, cette fameuse taxonomie verte qu'on retrouvera en annexe. Et puis sur les outils financiers, sur les logiques d'investissement, d'engagement, avec à chaque fois des renvois aux documents et aux institutions qui font référence. On l'a voulu aussi adapter à vos problématiques de fondation, en repartant des problématiques donc, du groupe de travail qui a été précisé, qui ont été précisées tout à l'heure et qui ont été dégagées tout au cours des différentes sessions qui ont eu lieu entre les différents acteurs. Donc, c'est effectivement dans cette logique d'accessibilité qu'on va commencer par une mise en contexte qui a été rappelée, mais je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'on est à un moment clé de l'histoire. Le changement climatique, il est là. Ses conséquences, elles sont extrêmement présentes. On le voit, je pense, depuis le début de l'année en France et dans le monde. Et effectivement, la finance a un rôle à jouer. C'est ce qu'a rappelé le GIEC dans son dernier rapport sur l'atténuation au changement climatique qui est sorti au printemps, où il souligne le manque de moyens dédiés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et effectivement à l'adaptation, et puis aussi la limite de certains outils actuels et des engagements des acteurs financiers. Donc ça, c'est pareil, vous allez avoir le résumé de ce chapitre qui est assez conséquent en annexe. Alors, ça, c'est la première partie hein, qui est vraiment celle de la mise en contexte, qui est importante pour rentrer dans le pourquoi de cette démarche climat. Et ensuite, on a travaillé sur vraiment le côté effectivement pratique. Comment vous pouvez vous saisir du sujet en tant que fondation? Quels sont vos enjeux spécifiques? Quels sont les outils qui existent actuellement pour mieux flécher le capital vers des activités qui sont moins nocives pour le climat? Alors, vous n'y trouverez pas des solutions toutes faites. Ce serait bien s'il y avait des solutions miraculeuses, mais c'est pas l'idée du guide. On va vraiment expliquer quels sont les produits qui existent actuellement, donc les fonds verts, les fonds ISR, les green bonds, les fonds solidaires, les fonds à impact, les techniques qui existent, donc par exemple de dialogue actionnarial qu'il est possible de mener notamment à travers des coalitions, des techniques de gestion, d'exclusion, par exemple si on parle d'exclusion sectorielle, de travailler sur la façon de sortir de toute ou partie des énergies fossiles, des logiques d'investissement, donc les anciennes comme le best in class qui est beaucoup pratiqué en France mais qui peut montrer ses limites, ou les techniques de désinvestissement. Et puis les mesures qui peuvent aujourd'hui vous permettre de mieux savoir où vous en êtes. Donc pareil, Marie-Stéphane Maradeix a parlé de température des fonds. C'est quelque chose qui commence à se faire, qui a besoin d'être affiné, mais qui peut être intéressant. Et puis, vraiment un point sur toutes les réglementations françaises et européennes concernant notamment tous les aspects de transparence qui sont devenus très importants aujourd'hui. Donc, vous y trouverez donc cette explication sur les produits, mais aussi vous y trouverez une méthode en fait. L'idée, ça a été vraiment de vous faire
réfléchir sur vos objectifs, sur les objectifs que vous aviez par rapport aux limites planétaires, au changement climatique, vraiment pour être aligné aussi sur les besoins actuels au regard des exigences scientifiques. Et puis, voilà, d'avoir des éléments pour vous questionner, pour questionner aussi les personnes avec lesquelles vous allez travailler, vos gestionnaires de fonds, de voir toutes les étapes que vous alliez devoir franchir en réfléchissant et sans vous précipiter. Donc, c'est vraiment ce qui a guidé la rédaction du guide. À chaque fois, donc, c'est une réflexion. Et puis, même pour les produits et les logiques d'investissement, on a voulu montrer les atouts qu'il pouvait y avoir et les limites aussi qui pouvaient être identifiées. Certaines font déjà l'objet de réformes. Donc, on le verra certainement dans les prochains mois. On voit que c'est en tout cas un sujet qui est actuellement très questionné. Donc, voilà, on a voulu aussi vous donner les clés pour réfléchir à tout ce qui était proposé. Donc, ça, c'est l'ensemble du guide. En annexe, donc, comme je vous le disais, il y a déjà un glossaire qui est assez riche, un point sur la taxonomie verte, hein, dont on n'a pas encore fini d'entendre parler et qui dessine encore au fur et à mesure des mois et des discussions, et un canevas pour poser les bonnes questions aux sociétés de gestion lors de vos appels d'offres. Enfin, le guide, il va montrer que différentes voies sont possibles, et c'était aussi l'objet des témoignages qui comptent pour une bonne partie du guide et que vont présenter justement toutes les fondations qui participent à ce guide et qui présenteront leur stratégie beaucoup mieux que moi. Merci Béatrice. On retient le triple A que moi je me suis notée, hein, c'est d'être c'est adapté aux fondations. Ça se veut accessible et c'est vraiment orienté vers l'action avec ces notions de to-do list, de méthode, voilà, de mise en application derrière. Alors, sans plus attendre, je me tourne vers Olivier Neumann de la Fondation de France. Donc, Olivier, peut-être nous redire que fait la Fondation, même si tout le monde connaît la Fondation de France, qui est quand même un acteur qui, chaque année, a de plus en plus de fondations abritantes. Et puis, bien entendu, nous expliquer la stratégie d'investissement aujourd'hui de la Fondation de France avec l'éclairage de ce que nous partageons ce matin. Olivier, on vous écoute. Oui, bonjour à tous, merci. Je vais quand même rappeler rapidement ce qu'est la Fondation de France. La Fondation de France a pour mission d'accompagner tous ceux qui veulent agir pour l'intérêt général, à la fois les donateurs ou les testateurs et à la fois les acteurs de terrain qu'on accompagne. La Fondation de France, c'est une grosse machine. On intervient d'une part à travers nos propres programmes et d'autre part à travers nos 950 fondations abritées. Et sur ces 950 fondations abritées, pour revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on en a à peu près une moitié, 450 fondations qui ont une gestion de patrimoine, donc des fonds qui nous sont confiés. Voilà, donc quelques chiffres clés, c'est 200 millions de missions sociales. Dans notre mission sociale, donc c'est des accompagnements à travers des subventions, des bourses ou autres. Il y en a 15% qui sont liés à la transition écologique. Alors, ça peut paraître pas beaucoup par rapport à l'ensemble, mais comme on couvre l'ensemble des causes de l'intérêt général, 15%, c'est déjà significatif. Et notre patrimoine financier d'ordre de 2,4 milliards à la clôture de l'exercice dernier, ça a un petit peu baissé cette année, je ne sais pas pourquoi. Voilà pour la présentation rapide de la Fondation de France. Après, vous pouvez passer à la slide suivante. Il faut bien rappeler l'objectif qu'a la Fondation de France dans la gestion de son patrimoine. Le premier objectif, c'est d'abord de protection de notre patrimoine, du patrimoine financier qui nous est confié pour
avec comme but l'intérêt général et accompagner des structures. La deuxième chose, le deuxième objectif de notre gestion de patrimoine, c'est de générer des revenus. Faut dire les choses comme elles sont, faut l'avouer. D'une part, pour couvrir nos frais de fonctionnement et d'autre part, pour financer notre mission sociale. Donc, on a cette obligation, il faut qu'on y réponde. Notre statut de fondation abritante qui couvre l'ensemble des causes d'intérêt général nous amène aussi des contraintes, c'est-à-dire que tous les fondateurs, toutes les parties prenantes qu'on a autour de nous n'ont pas forcément la même maturité en matière de sensibilité à l'intérêt, tout au moins à l'environnement. Et il faut qu'on en tienne compte dans les placements qu'on fait pour nos fondations abritées. Alors, je vais reprendre un terme qu'a employé tout à l'heure Marie-Stéphane, c'est le terme de cohérence. Donc, on est amené tout le temps à devoir veiller à ce qu'on soit cohérent dans nos placements entre notre mission sociale et une cohérence. On pourrait vite être amené à faire le grand écart. Donc, il faut faire très attention à ne pas se mettre en contradiction entre soutenir certaines associations qui œuvrent pour la protection de la planète et derrière aller avoir des actions qui sont souvent des placements qui sont destructeurs. Donc la cohérence, c'est vraiment le point qui est important et qu'on essaie de suivre en permanence. Ensuite, sensibiliser nos parties prenantes. Comme je le disais, la maturité de chacun n'est pas la même. Donc, et les origines des fondateurs qui nous ont rejoints à la Fondation de France ne sont pas les mêmes. Donc, on est voilà, sur la masse. Il y a un travail de sensibilisation qui doit être permanent pour essayer de raisonner tout le monde et d'arriver à avoir des investissements qui sont totalement cohérents qui soient responsables. Je vais être honnête, c'est pas très compliqué à avoir des investissements responsables. Les personnes qui créent des fondations, en général, ils font pas non plus des bêtises ils veulent pas faire des bêtises avec les fonds qui nous confient. Et pour tout ça, on sent quand même dans les fondations abritées aujourd'hui, les nouvelles fondations qui nous rejoignent, mais aussi certaines fondations qui sont déjà chez nous. Et la fondation Carasso nous challenge énormément et nous tire vraiment dans le bon sens sur ces sujets-là. Mais on sent quand même, de la part des nouveaux fondateurs, une vraie volonté d'aller. C'est vraiment un critère qu'ils intègrent à chaque fois. L'investissement responsable en matière environnementale, on sent vraiment un tournant et un côté vertueux sur ces points-là. Maintenant, en termes d'indicateurs ou de performance sur ces sujets, on n'est pas jusqu'au boutiste, on ne peut pas être jusqu'au boutiste vu la variété de nos fondateurs, mais on s'attache à vérifier la trajectoire, parce que pour nous, ce qui est important, en fait, c'est la trajectoire qu'on se donne. On sait qu'on ne pourra pas être parfait. On sait que dans nos placements, on a des fondations, n'est-ce pas, Marie-Stéphane, qui ne veulent pas d'énergie fossile. On a des autres fondations, ce n'est pas forcément leur première préoccupation, mais on vérifie ce genre d'indicateurs. On sait qu'on est 4 fois moins exposé que le marché aujourd'hui. Bon, c'est bien, mais on va essayer d'y être 5 fois moins exposé. Et surtout sur l'intensité carbone de nos portefeuilles, etc. On essaie d'avancer dans le bon sens. Mais c'est un travail de longue haleine et je pense que la sensibilisation et ce recueil va bien dans ce sens-là, est important. Merci beaucoup, Olivier. C'est tout à fait éclairant et on voit effectivement qu'il y a une responsabilité en tant que fondation abritante et une variété de fondations abritées à accompagner avec tout ce que vous avez développé. C'est tout à fait intéressant. Alors maintenant, je vais me tourner vers Alexis Merville. Donc Alexis, président de la Fondation Hippocrène, vous allez nous en dire un petit peu plus et préciser aussi que vous dirigez un fonds de gestion. Donc ces sujets de finance, vous les connaissez bien. Donc Alexis, on vous écoute attentivement. La Fondation Hippocrène, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites derrière, effectivement, en stratégie financière et d'investissement. Merci Sandrine déjà d'avoir noté Fondation Hippocrène en vert. Alors, on n'est pas une fondation verte pour autant, mais c'était plutôt sympathique. Donc, contrairement à la Fondation de France, Hippocrène est une petite fondation, qui est une dizaine de fois plus petite, qui a été créée il y a une trentaine d'années par mes grands-parents, qui est reconnue publique et abritante. La première caractéristique, c'est que quand on dit fondation familiale, il y a plusieurs générations, il y a des
évident que la jeune génération pousse depuis quelques années pour que les enjeux environnementaux, climat, biodiversité soient pris en compte, tout d'abord dans nos missions et ensuite dans nos placements. Donc ça, c'est un premier point important, c'est que dès qu'il y a des jeunes, il y a plus de climat. Alors, l'objectif de la Fondation, c'est de donner le goût de l'Europe aux jeunes Européens. Alors, c'est assez large en fait, puisqu'il s'agit tout simplement de soutenir des projets concrets qui sont portés par des jeunes de plusieurs pays, donc ça peut être tout sujet d'intérêt général. Et dans les domaines d'engagement, il est évident que l'environnement, là aussi, joue une place importante. J'en ai cité d'autres sur la diapositive, mais l'environnement se retrouve très régulièrement et croise d'ailleurs avec d'autres thèmes d'engagement qui sont des thèmes classiques pour les jeunes. Je ne vais pas revenir sur les projets phares qui sont notés. Juste un exemple, l'an dernier, on est plutôt content d'avoir suscité et financé cette première campagne de youtubeurs pour la biodiversité. Ça s'appelait Bienvenue en zone sauvage pour ceux qui l'ont vu. Il y a un assez gros succès et l'idée c'était de l'européaniser. Donc au début, il a été prévu en France et on a pu la mener également. On a pu la mener également en Espagne, en Belgique et en Allemagne. C'est une campagne qui a été faite avec des scientifiques comme Buck pour un message et qui a été bien formatée. Et donc, il y a eu un paquet de millions de jeunes dans ces 4 pays qui ont joué le jeu, jeunes étant là entre 10 et 30 ans, on va dire, pour cette campagne. Voilà, juste pour vous donner une idée, à chaque fois, on prend un sujet qui est intéressant et on essaye de l'aider à avoir plus d'impact dans l'européanisation. Je vais en venir maintenant à la slide suivante. Merci beaucoup sur la stratégie d'investissement. En introduction, Hippocrène vit, on va dire, entre moitié et 2/3 des revenus de son capital, le reste en dons. Et donc, évidemment, en termes de stratégie d'investissement, il s'agit de se poser la question des enjeux environnementaux également. Alors, déjà, on a exactement la même démarche que celle qui a été dite avant. La cohérence est très importante. Pour autant, il faut quand même que ce capital produise des petits. Voilà. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on est une fondation européenne qu'on s'est engouffré dans la dette grecque. Il y a 10 ans au moment des difficultés financières de la Grèce. Donc, ce n'est pas parce qu'on va soutenir l'environnement. Évidemment, il faut être en cohérence, mais il ne faut pas non plus être sûr de financer des investissements extrêmement risqués et non diversifiés. Donc, ça, c'est le premier point. En revanche, on a voulu prendre en compte la transition énergétique pour des raisons extra-financières, mais également financières, pour être franc, puisqu'il est clair que les dérèglements climatiques vont avoir un impact sur les sociétés, sur les économies, et que si on ne prend pas en compte les risques portés par toutes ces sociétés, ben on risque d'avoir des mauvaises surprises dans les années qui viennent. Donc, je dirais que c'est une saine gestion financière que de prendre en compte ces données, ces enjeux extra-financiers. Ça nous semble être absolument essentiel pour diminuer les risques. Est-ce que ça va donner plus de rendement? On verra bien, mais en tout cas, il y a clairement une cohérence en termes de risques et de thématiques. L'autre sujet, c'est de ne pas déstabiliser complètement le portefeuille, qui est en gros, pour donner une idée, 2/3 sur des obligations classiques, 1/3 sur des actions. Et donc, la manière dont on travaille, c'est qu'en fait, on travaille plutôt de manière relative. Alors, il y a certains qui investissent de manière absolue. Nous, on est plutôt en relatif. L'idée, c'est, par rapport à un univers qui est défini, de faire beaucoup mieux que cet univers et d'avoir une trajectoire sur les années qui viennent et les années qui vont arriver qui est meilleure en termes de décarbonation sur l'ensemble, sur 100% de ce qu'on fait. Et effectivement, comme le disait Sandrine, donc ça fait écho à mon métier, puisque Fides Capital, une société de gestion qui s'intéresse notamment de manière transversale à la transition. Donc, je dirais que là, je n'ai pas besoin d'avoir 2 têtes, c'est la même approche dans les 2 cas. En termes de stratégie d'investissement, donc on va décarboner tous les titres des actions, obligations, et par ailleurs, dans les OPCVM externes, on choisit, on va avoir la démarche assez classique et est-ce que ce sont des fonds, comment est-ce qu'ils abordent le climat, comment est-ce qu'ils abordent les énergies fossiles, etc. Donc,
autant voilà, de critères assez classiques. Aujourd'hui, c'est pas, il y a certains dont on peut avoir les inventaires très facilement, d'autres, c'est plus compliqué. Donc, je dirais qu'on attend des progrès dans les années qui viennent pour avoir un peu de performance, de consolider sur les clients directs et les OPCVM externes pour avoir une vision 100% fine. Elle est à 90% aujourd'hui. Ce qui nous semble important dans toute cette démarche, d'abord, c'est de savoir quelles sont nos priorités. Il y a je pense que dans le climat, il y a une approche possible. Là, ce qui nous semble très important, c'est d'en avoir une, parce que ne pas en avoir il n'est pas une option, d'en avoir une. Et après, chacun a ses priorités. Donc, si on a des jeunes, on a plutôt plus de climat. Si on a au conseil d'administration d'anciens, ce n'est pas notre cas, cadres de compagnies pétrolières, de nucléaire, etc., ce n'est pas la même chose. Si dans les mécènes, il y a des gens qui ont une sensibilité XYZ, ce n'est pas la même chose. Donc, en tout cas, je pense qu'il faut, faut que chacun définisse ses priorités par rapport à ses objectifs financiers, extra-financiers. Et, entre guillemets, ce qu'il faut, c'est faire des efforts. Après, nous, ce qui nous semble important, c'est d'avoir sa propre approche et de mettre en cohérence des outils de mesure par rapport à cette approche. Alors, les outils de mesure, il n'y en a aucun qui est parfait aujourd'hui, Olivier l'a dit. Il y a un faisceau de données qui sont en amélioration constante et qui vont continuer à s'améliorer sur les prochaines années. Il n'y a pas de miracle, l'empreinte carbone, etc. C'est une mesure qui est intéressante, mais qui parfois est très biaisée. Il y a vraiment beaucoup de mesures. Il faut effectivement cette jungle, comme le disait Marie-Stéphane, il faut aussi retrouver. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un petit nombre de mesures qu'on comprend bien et qu'on voit évoluer dans le temps. Parce que tout ça, c'est pas, ça va progresser dans le temps, dans le cadre d'une diversification classique de portefeuille. Donc, l'idée, nous, c'est que le portefeuille, par rapport à nos univers de référence, est en permanence décarboné de 25-30%. Et il y a une autre batterie, je dirais, de critères relativement classiques qu'on prend en compte également en termes de trajectoire qui nous semble importante, en termes également assez attachés à la représentativité des femmes dans l'environnement, par exemple, qui va en complément et qui, en général, montre des résultats assez similaires sur les bonnes notes, on va dire, climat. Dans les chantiers, il y a, je dirais que c'est le chantier de la finance en général déjà, puisque tout est compliqué et les réglementations sont compliquées. Il y avait encore un article disant que les régulateurs nationaux demandaient à la Commission européenne ce que signifie article 8 et article 9 pour rentrer dans le jargon, sachant qu'il n'y a pas deux pays qui l'interprètent de la même manière. Donc, comment voulez-vous que les sociétés de gestion et des fondations arrivent à s'y retrouver si déjà les régulateurs ne sont pas d'accord entre eux? Donc, tout ça, il faut faire des efforts, mais on sait qu'on n'est pas au bout du chemin. Et l'autre point très important, c'est effectivement la formation. Il y a plein d'outils qui existent, du climat, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, les prochains enjeux pour nous, c'est de former tout le CA et petit à petit, d'ailleurs, probablement également nos mécènes. Merci beaucoup, Alexis. C'est vraiment tout à fait intéressant parce que la structure de la Fondation Hippocrène n'est pas grande, mais elle fait beaucoup de choses. Il n'y a pas que la méthode. Vous avez reprécisé l'importance de la mesure. Je pense que c'est très important, effectivement, qu'on l'entende et que, du coup, vous êtes vraiment mis dans vos facteurs clés de succès une démarche de priorité. Je trouve aussi qui est importante à rappeler ce matin. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Maintenant, je vais me tourner vers Heidi Giovacchini. Vous êtes déléguée générale de la Fondation Georges Boissel, que vous allez nous présenter, un acteur, je crois, dans le sanitaire et le médico-social. Et Heidi, votre intervention ce matin est particulièrement intéressante parce que il y a une mise en place chez vous d'une démarche de responsabilité sociétale d'organisation, donc pour la Fondation, qui est jeune et qui va être intéressante à partager avec nous, en plus de votre éclairage sur ce que vous préparez en termes de choix d'investissement ou de regard sur la stratégie de financement. Heidi, on vous écoute. Donc, qui est la Fondation Georges Boissel ? Ah, nous avons un petit problème de son. Du coup, on peut passer à l'intervenant suivant. Exactement. Et on reviendra
Exactement. Exactement, c'est ce que j'allais proposer. Donc, on est dans la grande flexibilité. Et là, je vais me tourner cette fois vers la Fondation Avril. Donc, Anaïs Lossignol, vous êtes aujourd'hui chargée de mission dans la Fondation Avril. Vous allez nous réexpliquer un petit peu que fait cette FRUP. Ce qui est intéressant avec la Fondation Avril, c'est le témoignage que vous pouvez apporter par rapport à ce guide qui est en train de sortir. Donc, Anaïs, on vous écoute attentivement. C'est à vous. Oui, bonjour. La Fondation Avril, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée en 2014. Elle est actionnaire du groupe Avril et donc ce n'est pas une fondation d'entreprise. Son ambition, c'est d'agir et de s'impliquer dans les territoires en France et en Afrique. Je ne sais pas si on peut passer à la slide, oui, c'est ce que j'allais proposer. À la slide suivante. Absolument, Anaïs. Si on peut passer au slide suivant, merci. Voilà. Et donc, depuis 2018, la grande mission de la Fondation en France, c'est d'accompagner la transition de l'agriculture vers des modèles créateurs de valeur économique, sociale et environnementale, et aussi de recréer du lien entre les agriculteurs et les citoyens dans les territoires. Et pour la partie Afrique, la mission de la Fondation, c'est de contribuer à la sécurité alimentaire, notamment en particulier sur l'enjeu protéines, et on va intervenir sur l'accompagnement de l'organisation et la structuration de filières de protéines végétales, notamment pour que les agriculteurs recaptent la valeur de la chaîne. Donc, pour continuer pour appuyer la mission de la Fondation qui était donc générale, où on continue à financer des associations et des acteurs pour l'intérêt général, il y a eu l'idée de créer le fonds d'investissement Agri-Impact. Et donc là, l'objectif, c'est de soutenir et d'accompagner la transition, mais en soutenant directement les agriculteurs. Donc en passant de l'échelle, plutôt sur l'échelle de l'exploitation agricole, des agriculteurs au groupement d'agriculteurs qui vont avoir des projets autour de la diversification de leur activité, que ce soit au niveau alimentaire, donc transformation des produits, circuits courts, mais aussi énergétique, avec biométhane, méthaniseur et aussi photovoltaïque. Et donc, ce fonds, il a pu être créé en 2020. Il y a 30 millions d'euros qui ont été levés et avec plusieurs souscripteurs qui ont été intéressés, comme BPI France, l'ADEME, Sophie Protéol, donc à la fois des privés et des publics. Et donc, il fonctionne à la fois avec la Fondation Avril, qui a une équipe dédiée à Agri-Impact qui va faire du sourcing de projets, et le fonds Citizen Capital. Donc, en fait, les projets qui vont être regardés, c'est des projets qui vont avoir un impact, on peut passer à la slide suivante si vous voulez, qui vont avoir un impact sur la création de l'emploi, parce que c'est des projets qui vont être générateurs d'emploi, donc un impact social, qui vont augmenter le revenu aussi des agriculteurs, et aussi, surtout, une dimension environnementale qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, pour mesurer en fait la dimension environnementale, il y a, avec un groupe de travail qui a été constitué avec l'INRAE et l'ADEME, il y a une grille d'évaluation qui a été créée et qui va en fait mesurer les pratiques à l'instant T de l'exploitation agricole qui va bénéficier du fonds. Donc, le fonds, en fait, c'est des tickets qui vont de 500 000 euros à 3 millions d'euros et c'est des obligations convertibles. On intervient dans le haut de bilan. Et donc, il y a une photographie en fait, qui va être faite à l'instant T des pratiques agricoles des différents exploitants qui vont participer au projet. Et on va mesurer ensuite l'évolution de ces pratiques sur les 8 ans où on va être impliqué dans le fonds. Donc, ça peut être des pratiques sur le pâturage, agroforesterie, fertilisation, enfin différents critères qui ont été choisis. Et donc, depuis 2022, il y a 3 projets d'investissement qui ont été réalisés. Il y en a 6 qui seront ensuite accompagnés, enfin qui sont prévus pour la fin, des projets de méthanisation, de transformation. Et donc voilà, donc c'est dans cette partie, c'est grâce à c'est par ce fonds Agri-Impact qu'on continue en fait la mission globale de la Fondation à l'échelle de l'exploitation. Voilà. Merci beaucoup Anaïs pour ce témoignage. Donc ça y est, c'est formidable. Heidi Giovacchini a pu se reconnecter, donc on va faire un petit switch au niveau des interventions. Donc sur la Fondation Georges Boissel, Heidi, c'est à vous, on vous écoute attentivement. Qui est la Fondation Georges Boissel? Et peut-être partager avec nous cette démarche de responsabilité sociétale de votre organisation, bien sûr qui fait écho à notre sujet de ce matin. C'est pour vous 5 minutes, allons-y. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend là pour le coup? C'est bon là, oui. Sandrine? Ah, yes. Super.
Désolée pour ce petit contretemps. Donc, c'est une petite présentation à 2 voix. Alors, la Fondation Boissel, c'est une fondation opératrice, contrairement à celle que nous avons entendue jusque-là. C'est une fondation mature, on va dire, puisqu'elle a 52 ans d'existence et elle intervient dans le champ du sanitaire avec un hôpital, du social et du médico-social. Et nous gérons actuellement 7 établissements. 800 professionnels ou un peu plus interviennent dans nos établissements et nous gérons un budget annuel de 55 millions d'euros. Voilà pour la présentation succincte de la fondation. Nous, on intervient ici parce que nous sommes au balbutiement de la démarche et à certains égards, nous, dans certains domaines, notamment de la finance, nous sommes un peu comme M. Jourdain, nous sommes concernés par le sujet, mais un peu, j'allais dire, par le hasard des choses et non pas parce que nous avions initié une démarche proactive sur le sujet. Donc, je suis accompagnée de notre DAF, Sébastien, à qui j'ai demandé un peu de faire le tour de la question pour vous présenter quelque chose. Donc, globalement, si vous voulez, on a sur toute la démarche RSO, donc développement durable, transition écologique et solidaire, pris des initiatives depuis plusieurs années, mais de manière pas du tout structurée. Et cette année, nous sommes en train de structurer cette politique par la création d'un comité dédié avec la participation de professionnels de tous âges et de toutes professions pour favoriser l'intelligence collective. À plusieurs, on est plus intelligent. Néanmoins, donc, un travail a déjà été fait au niveau des banques. Et je vais donc laisser la parole à Sébastien qui va peut-être vous surprendre par ses interventions et la réflexion que nous avons eue et notre positionnement. Bonjour à tous, donc Sébastien, je suis le directeur administratif et financier de la Fondation Boissel. Je vais y revenir évidemment que dans l'aspect responsable de la finance, il y a les produits de placement, mais depuis quelques années, on essaie de privilégier les investissements et on les finance, des investissements vers quelque chose de responsable au sens énergétique et environnemental. Vous voyez, par exemple, les premières actions que l'on a menées, on a investi en 2021 sur des panneaux photovoltaïques pour limiter notre dépendance et notre consommation énergétique. On en mesure les effets après un an, mais il est certain que nos premières orientations aujourd'hui, c'est d'aller vers des investissements tangibles de cet aspect-là. De même, on a une flotte de à peu près 70 véhicules. On est en train de revoir tous nos contrats pour essayer de les renouveler. Alors, on a beaucoup de véhicules diesel et on veut évidemment s'orienter vers une politique beaucoup plus verte, électrique et hybride. Et puis, puisque c'est le thème de la journée, évidemment, on a aussi des produits de placement, alors beaucoup plus modérés que nos confrères, puisque nous avons, en tant que fondation reconnue d'utilité publique, peu de marge de manœuvre quant aux risques que nous prenons, donc peu de marge de manœuvre aussi sur nos rendements. Mais le message qu'on veut faire passer, c'est que nous sommes extrêmement sensibles et même un peu stricts avec nos partenaires bancaires pour sélectionner des produits de placement labellisés. Donc, bien sûr, les labels ESG, environnementaux, sociaux, de bonne gouvernance ou les labels Avenir Responsable. Mais on essaie d'aller plus loin parce que, autant le dire, l'affaire Orpea nous a fait réfléchir. Orpea était très bien labellisé et pourtant, ça n'a pas empêché un scandale d'arriver sous fond de maltraitance et de détournement public, de fonds publics. Donc, au-delà des labels, on veut connaître notre émetteur. Et donc, on analyse l'émetteur de chacun de nos produits de placement. Ça nous amène à en refuser certains. Mais il y a cette démarche qui est faite de savoir sur quel organe nous passons nos produits. Donc, c'est un ensemble global qu'on est en train de mettre en œuvre. Et ce que je vous expose là, c'est une tendance qui est naissante. Ce n'est pas comme si on avait fini. On est en train d'aller dans cette voie-là. Ok, merci beaucoup. C'est tout à fait intéressant d'entendre une démarche jeune et avec des choses extrêmement rationnelles que vous partagez avec nous, notamment sur cette vigilance à porter sur les labels. Je crois que c'est une tendance générale, effectivement, d'aller remonter et d'aller chercher un peu plus sur l'émetteur. Alors maintenant, je me tourne bien sûr vers Max. Max Tillet-Duboulet, directeur général du fonds de dotation Aniyama, jeune fonds de dotation. Donc Max, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
sur ce jeune fonds de dotation. Et puis, bien sûr, tu es témoin sur le lancement du guide pratique. C'est très important que tu puisses partager avec nous les démarches que tu as déjà enclenchées. On t'écoute attentivement. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Anyama, c'est une structure extrêmement jeune puisqu'on a été créé l'année dernière. On est une structure hybride. On a un fonds de dotation à dotation non consomptible qui est la structure d'investissement. Et nous avons une fondation sous égide de la Fondation de France qui est une structure qui nous sert de flux, au moins en attendant que le fonds de dotation soit en capacité de monter en puissance. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément évident, surtout quand on met au cœur justement de l'ambition la volonté d'être cohérent entre l'objet social, qui en l'occurrence est lié à l'environnement, et les investissements. Donc Anyama résulte, l'histoire est un peu connue maintenant, mais résulte d'un important gain à l'euro-million et donc d'un très grand geste de générosité de la part de ce gagnant qui a décidé de donner à cette fondation progressivement la quasi-totalité de son gain. Notre objet social tourne donc, alors on n'agit qu'en France, hein, on est une structure essentiellement de redistribution, même si on risque d'avoir quelques projets opérateurs à l'avenir. On a cette volonté, en tout cas cette ambition. Notre axe principal est l'environnement, avec deux dominantes, la forêt et la biodiversité. Et on a un axe un peu moins important, mais qui tient à cœur de la famille concernant les malades et leurs familles, donc, notamment le sujet des aidants familiaux. La volonté du fondateur immédiatement, c'était de s'inscrire sur un temps long, de préserver autant que possible la dotation, donc c'est cet heureux gain, d'essayer de le maintenir le plus possible dans la durée et donc de fonctionner essentiellement avec les revenus. Donc, il fallait aller chercher une rentabilité, hein, de distribuer ces revenus. On a estimé que 3,5% par an nous permettait d'être au niveau d'ambition qui était le nôtre. Donc, il fallait atteindre ce niveau il faut essayer d'atteindre ce niveau de rentabilité, ce qui n'est pas facile dans le contexte actuel en particulier. Et en même temps, être parfaitement cohérent entre l'objet social et les investissements. Donc, effectivement, notre ambition, c'est de protéger le vivant. D'autres l'ont dit avant, mais bien évidemment, si dans mes investissements, je produis les effets néfastes contre lesquels j'essaye de lutter dans mes actions sociales, tout ça n'a absolument aucun sens ni aucune cohérence. Donc ça, c'était aussi une volonté extrêmement forte dès le départ. Et l'un des premiers constats qu'on a fait quand on a commencé à regarder les fonds ISR existants, c'est que les niveaux d'exigence des labels et des fonds ISR n'allaient pas suffisamment loin pour nous et par rapport à notre objet social. Donc ça rejoint ce que d'autres intervenants ont pu dire, à savoir chacun en fait a un peu son niveau d'exigence et doit aller regarder un peu ce qui correspond le plus à son ADN et à son objet social. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc la première étape en fait qu'on a fait et qu'on a commencé à faire, donc c'était à l'automne de l'année dernière, ça fait à peine un an, c'était la constitution de notre comité d'investissement, qui est effectivement un comité obligatoire dans le cadre d'un fonds de dotation, mais qu'on a souhaité être vraiment une structure réellement active et forte, donc qui a 8 membres à parité, et qu'on est en train de diviser en fait en 2 sous-comités, un sous-comité financier et un sous-comité extra-financier. Vous allez voir autant des gens qui sont des purs financiers, qui sont des patrons de gestion, etc. Et en face, vous allez avoir des ONG, des gens comme Lucie Pinson, par exemple, la DG de Reclaim Finance, donc des gens très militants aussi parfois. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut faire au moment des discussions, et notamment de la création de la charte d'investissement, qui a été un temps très important et très fort pour nous, c'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on est prêt, et je vous invite tous à le faire si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est-à-dire poser à plat les réels souhaits en termes d'investissement que votre structure va décider de faire. On a cherché des consultants pour nous accompagner parce qu'on avait sincèrement très peu de compétences en la matière. Donc, il a été nécessaire pour ça de s'appuyer sur des professionnels. Et c'est le cabinet Amadeus qui a été retenu. On a décidé d'investir la majeure partie de notre dotation, au moins dans un premier temps, au travers de 2 fonds à gestion flexible et diversifiée, avec une dimension d'impact, dans laquelle on intègre totalement les dimensions extra-financières. Alors pourquoi ? Parce que le fonds de dotation, pour pouvoir rentrer en vitesse de croisière, a besoin d'aller chercher une rentabilité assez vite. On ne pouvait pas être exclusivement sur du non-coté, etc., qui allait nous rapporter une rentabilité à 7-10 ans. Sinon, on n'aurait rien fait en fait avec notre structure d'intérêt général pendant cette période, et ça, c'était un vrai problème pour nous. Donc, on a eu l'ambition d'aller effectivement chercher de la rentabilité plus vite, et ça passait par une exposition au marché.
notamment. Donc, on a fait un appel d'offres de sociétés de gestion. On a interrogé 8 sociétés de gestion. 4 ont été shortlistées pour être auditionnées. À cette audition ont participé notamment Béatrice Demonleau de la Coalition française des fondations pour le climat et Marie-Stéphane Maradex de la Fondation Carasso, parce que ça nous intéressait d'avoir aussi des regards extérieurs. Bien sûr, tous les membres du comité d'investissement, le président de la fondation et moi-même, et les consultants, évidemment, et donc dont 2 ont été sélectionnés à la fin. Alors, j'ai un petit ajustement, j'ai écrit une à rémunération variable. En fait, les 2, on a réussi à obtenir, l'une des sociétés de gestion a fait une proposition avec une rémunération variable sur la base de l'objectif d'atteinte, sur la base d'atteinte d'objectifs extra-financiers. Et l'autre, on a réussi à amener l'autre société de gestion à faire la même chose en lui disant, ben voilà, on a réussi à le faire d'un côté, il faudrait le faire de l'autre. Donc, ils ont une part de leur rémunération qui dépend effectivement de l'atteinte d'objectifs extra-financiers. Et ça, pour nous, c'était un élément très intéressant aussi à aller poser dans la relation et dans le niveau d'exigence. Les placements doivent évidemment respecter la charte. Alors, notre charte, elle a des grandes ambitions, des grands objectifs qui sont de contribuer à la transition écologique et énergétique, d'éviter tout impact environnemental négatif, notamment bien sûr sur la forêt et la biodiversité, d'assurer l'objectif de performance qu'on a exposé précédemment, et elle inclut des exclusions, le respect des accords de Paris en termes de trajectoire, 1,5 degré idéalement, peut-être 2 degrés si on n'y arrive pas, les ODD, la taxonomie européenne en excluant le gaz et le nucléaire, et grande vigilance sur les controverses, évidemment, surtout les controverses environnementales qui sont particulièrement scrutées, évidemment, du fait de notre objet social. Il nous reste un petit peu à placer. Ce qui nous reste à placer, on va pouvoir aller regarder une rentabilité à un petit peu plus long terme. Donc, on va aller chercher du private equity impact, de la construction durable, de l'infrastructure sur des énergies renouvelables, par exemple. Ça, c'est en cours de placement. La plus grande difficulté, je trouve, qu'on a eue, c'était vraiment le niveau d'exigence de la charte. Elle est disponible sur notre site internet, vous pourrez voir. Face à la réalité des émetteurs disponibles, donc des possibilités d'investissement en fait, et la capacité réelle aussi des sociétés de gestion à pouvoir suivre un certain nombre de choses. Et le résultat de ça, c'est qu'on a été obligé d'assouplir un tout petit peu la charte sans rentrer dans les détails. On a été obligé de créer un régime d'exception, notamment parce que justement une de nos ambitions étant de contribuer à la transition écologique et énergétique. Vous avez tout un tas d'émetteurs, sans aller dans les très grosses pétrolières évidemment, mais qui ont encore des résidus d'activités liées aux fossiles, donc ils peuvent avoir des petits pourcentages, 1, 2, 3% en pétrole, en gaz, et là il a fallu fonctionner en régime d'exception, parce que par ailleurs ce sont des acteurs qui sont les acteurs de la transition pour switcher complètement vers des énergies renouvelables. Donc si on veut soutenir cette transition, notamment par des green bonds ou de l'actionnariat, on est effectivement un peu obligé de créer des exceptions qui sont validées par notre comité extra-financier, donc qui comprend des ONG, qui vont aller regarder si effectivement l'exception le mérite, c'est-à-dire si la stratégie de l'entreprise individuellement au cas par cas est effectivement sincère, honnête et va bien dans le bon sens. Voilà. Donc on est sur une grande cohérence. Maintenant, on a des enjeux de performance qui sont en question. Évidemment, on a un contexte qui est assez défavorable. Donc, est-ce qu'on va réussir à atteindre nos objectifs de performance? C'est la grande question du moment. Et les prochaines étapes, c'est donc de maintenir un suivi financier, extra-financier très, très rigoureux, et évidemment, de continuer à augmenter l'exigence et de veiller, effectivement, à essayer d'atteindre cette rentabilité. Je ne sais pas si j'ai le temps pour les conseils, parce que je pense que je suis un peu en retard. Non, donc, sinon, vous pourrez voir. En retard. Voilà, merci beaucoup, Max. Juste une phrase, c'est un vœu pieux que je formule et je profite pour le formuler ici, c'est que je pense que les fondations ont tout intérêt à se poser comme objectif, comme elles ont parfois comme ambition de co-construire et de co-distribuer des projets pour les distributives, de co-investir aussi demain. Ce sera bien mieux pour le suivi des performances financières et aussi pour les conditions qu'elles pourraient obtenir. Et donc, je lance un peu une bouée à la mer, une bouteille d'eau à la mer, pardon, en disant, voilà, si ça intéresse des gens de réfléchir à ça, je pense que ce serait, c'est intéressant pour beaucoup de monde de se regrouper pour être plus fort. Voilà. Tu as raison, c'est tout à fait l'état d'esprit du CFF et des fondations et des fonds de dotation en général, co-investir. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Alors effectivement, le temps tourne et pourtant tout ce que vous dites est tellement précieux. Je me tourne vers Pascal Bossan. Alors Pascal, vous êtes présidente du fonds de dotation 1% for the Planet, ou 1% pour la planète en français. Vous avez été aussi la trésorière. Et puis l'actualité, on est le 15 septembre, je le dis au passage, vous venez de sortir un livre, Agir pour le climat avec son épargne. Vous êtes aussi travaillez aussi au sein d'un cabinet conseil, donc vous savez de quoi vous parlez. Et ça va être intéressant de vous écouter, même si vous n'êtes pas directement impliqué dans la constitution du guide qu'on présente ce matin. Ce que vous faites au sein de 1% est très intéressant à écouter. La parole est à vous. Et bien sûr, merci de respecter le timing. Merci.
Merci. Alors, quelques mots pour présenter le 1% pour la planète. Le 1% pour la planète France est un fonds de dotation qui a pour objectif de réunir deux entités, non seulement des entreprises qui vont être mécènes, mais également des associations qui vont être récipiendaires du mécénat. Donc, quel est le principe du 1%? Comme son nom l'indique, eh bien, c'est assez simple. L'objectif des membres, en fait, qui adhèrent au 1%, donc l'objectif des entreprises membres, eh bien, est de reverser 1% de leur chiffre d'affaires ou bien 1% du chiffre d'affaires d'une marque ou d'une gamme de produits en faveur du mécénat environnemental. Et évidemment, tout ça est certifié, contrôlé. Ce n'est pas le 1% qui choisit les associations récipiendaires de ce mécénat, ce sont directement les entreprises qui choisissent. Le 1% aujourd'hui, c'est à peu près 1200 entreprises. En France, on connaît un développement extrêmement important avec un flot d'adhésion régulier. Il y a presque une quarantaine d'entreprises qui nous rejoignent tous les mois. Donc, c'est évidemment enthousiasmant d'être au cœur de ce mouvement. Et on est presque à 10 millions d'euros de mécénat, on va dire mutualisé et collecté. On peut passer à la slide suivante. Donc, en fait, le 1% pour la planète, c'est à la fois un collectif important d'entreprises, mais c'est finalement un tout petit fonds, puisque le 1% pour la planète France a été créé en 2014. Il a mis quelques années avant de décoller. Et en fait, notre objectif principal, eh bien, c'est, donc nous, on n'a pas de fonds d'investissement, enfin d'investissement particulièrement à placer. Nous, notre objectif, ça a été de placer la trésorerie stable du fonds, donc pas loin d'1 million d'euros. Donc, on est tout petit par rapport aux fondations qu'on écoute ici. Il n'empêche qu'on a quand même des exigences très fortes sur ces placements. Comme c'est notre fonds de roulement, notre objectif, c'est pas de rechercher une rentabilité ou une performance particulièrement élevée, c'est clairement de limiter le risque, de garder une grande disponibilité des fonds, de ne pas avoir de controverses. Donc, on est quand même assez clairement dans une stratégie d'exclusion. Évidemment, de rechercher un impact. Et notre stratégie, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis 2-3 ans, eh bien, c'est d'ajouter des briques moins liquides au fur et à mesure de l'augmentation de la trésorerie à placer. Donc, on a commencé, bien sûr, par choisir nos banques, en fait. Ça, c'est la priorité. Je dirais, c'est la base, bien sûr, de s'interroger sur les banques pour le choix des comptes de dépôt, des comptes courants. Et un petit rappel, c'est qu'en fait, on sous-estime l'impact carbone de l'empreinte bancaire du compte courant. Voilà, j'ai mis ce chiffre indicatif que beaucoup d'ONG rappellent. 3 000 euros, juste sur un compte courant pendant 1 an, c'est l'équivalent en termes d'empreinte carbone d'un vol Paris-New York. Donc, c'est évidemment considérable. C'est évidemment une empreinte indirecte parce que les grandes banques classiques françaises financent encore aujourd'hui majoritairement des projets fossiles et notamment particulièrement nuisibles en Arctique, gaz de pétrole de schiste, etc. Et donc, dans les banques qui s'engagent en fait à ne financer aucun projet fossile, il n'y en a pas beaucoup en fait. En France, on a un choix relativement restreint. Dans les banques françaises, on a bien sûr les 2 banques que vous connaissez certainement, qui sont le Crédit Coopératif d'un côté et la nef de l'autre. Donc, au début, on avait uniquement nos comptes auprès du Crédit Coopératif. On a voulu diversifier et donc on en a ouvert auprès de la nef. Donc ça, c'est le premier point auquel on est particulièrement attaché. Ensuite, la deuxième brique qu'on a rajoutée, ça a été une brique très simple en termes de disponibilité. Ça a été finalement de chercher des livrets, des comptes sur livrets à impact. Et donc, on a cherché entre le Crédit Coopératif et la nef ce qui existait. Donc, on a le Codet Vert, qui est un livret qui sert à financer exclusivement des projets écologiques régionaux, ou le livret coopération pour ma région, par exemple, donc qui sont des placements simples, mais qui ont l'avantage d'être totalement disponibles et qui s'intégraient bien dans notre deuxième brique de réflexion d'investissement, réflexion d'investissement. Ensuite, on a rajouté une troisième brique qui a été l'acquisition de parts sociales des banques éthiques dont on vient de parler.
Là, on a une disponibilité un peu plus faible, hein, puisqu'on ne peut pas sortir à J+1. On peut avoir des sorties qui peuvent être seulement une fois par an, ou voire un peu plus. On a aussi cette recherche finalement d'engagement et de soutien des banques qui sont celles du 1% pour la planète. Et puis là, on est dans une réflexion complémentaire. Secondes, Pascal, je suis désolée de vous couper. En 20 secondes, vos projets en 20 secondes, je suis obligée de vous couper. Voilà. Oui. Et donc, pour terminer, en fait, on est en train de réfléchir à des projets d'investissement un peu plus long terme. Et en particulier, on réfléchit à l'investissement dans Terre de Liens qui permet d'accompagner des agriculteurs à s'installer. Donc, c'est une foncière où on est, j'allais dire, copropriétaire de terres agricoles. Là aussi, on ne recherche pas spécialement un rendement, on cherche à préserver le capital avec une disponibilité un peu moins longue que les placements dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà pour... Merci beaucoup et merci de cette agilité pour vous adapter. Alors, vous avez cité le crédit coopératif, évidemment. Pierre Valentin, vous représentez le crédit coopératif. Vous êtes bien sûr membre du cercle de gestion financière du CFF, ce qui va permettre aussi de faire la liaison avec le cercle. Donc, Pierre, rapidement, parce que je suis vraiment désolée de vous mettre la pression, des éléments de contexte, le crédit coopératif, la liaison entre ce lancement de guide et le cercle de gestion financière du CFF. Comment vous pouvez nous développer ces 3 points rapidement? Merci. Je vais essayer d'aller vite. Alors d'abord, le CFF, bon, vous savez que ce guide est là, enfin en tout cas la coalition des fonds et fondations pour le climat est une initiative du CFF. Bon, le CFF a un cercle de gestion financière qui est ouvert à tous ses membres et qui se réunit, qui réunit ses membres 3 ou 4 fois par an pour un certain nombre de sessions qui abordent ces différentes questions des problématiques financières des fondations. Et notamment, on a abordé récemment la question de la finance solidaire et puis un peu avant, la question de la finance à impact. Une des habitudes aussi du cercle de gestion financière, c'est d'avoir la chance, grâce à un partenaire qui s'appelle Amadeus, d'avoir une présentation des pratiques financières des fondations. Alors, c'est une enquête qui n'est pas faite tous les ans, mais la dernière est assez intéressante et je vais vous citer 2 chiffres qui me paraissent bien illustrer la nécessité du guide sur le climat, puisque en fait, on s'aperçoit que 25% simplement de la dernière enquête. Excusez-moi Pierre, on a un petit souci sur le PowerPoint, si je crois. Il faut qu'on revienne au slide qui est la présentation du crédit coopératif. Et allez-y, continuez. Oui, donc 25% simplement des actifs financiers des fondations étaient de l'investissement responsable et 64% des fondations quand même annonçaient vouloir augmenter cette proportion. Donc ce guide sera certainement très utile puisque ce dont les fondations ont besoin, c'est aussi de plus d'informations et de plus de transparence pour choisir des investissements compatibles avec les nécessités environnementales. Alors, sur le crédit coopératif, je ne vais pas si vite puisque Pascal a eu la gentillesse d'en parler assez longuement. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, le crédit coopératif ne finance pas d'énergie fossile, mais au-delà de ça, le crédit coopératif souhaite faire la transparence sur les financements octroyés par la banque pour que les déposants, les détenteurs de livrets ou de comptes à terme sachent à peu près ce que fait la banque. Alors quand je dis à peu près, il n'est pas possible pour des raisons de secret bancaire de révéler la totalité de nos prêts, mais nous on a pris l'habitude chaque année de publier un bilan simplifié qui s'appelle « D'où vient l'argent ? Où va l'argent ?» et qui donne par grande catégorie l'ensemble de nos encours de prêts. Bon, le crédit coopératif finance, on le sait, l'économie sociale et notamment certaines fondations, je parle plutôt des fondations opératrices. Donc on va retrouver la case fondation dans ce petit graphique simplifié de notre bilan. Je crois que c'est important cette question de la transparence. On la pratique aussi dans les fonds, puisque le crédit coopératif a une filiale de gestion qui s'appelle Ecofi. Et la plupart de nos fonds publient leur portefeuille. Et on a bien sûr des fonds verts. Ça fait évidemment la transition avec cette question du climat. Donc des fonds qui ont le label Greenfin, ce qui est assez exigeant, puisque là, on
pour avoir ce label, il faut contrôler le pourcentage d'activité verte, entre guillemets, de chaque entreprise. Il faut un minimum pour chaque entreprise. Et on a la chance d'avoir eu l'autorisation d'appeler notre fonds Ecofi Agir, notre principal fonds vert, Ecofi Agir pour le climat. Donc, vous voyez qu'on est en plein dans la thématique de ce matin. Que dire de plus? Eh bien, peut-être un mot sur les marchés. Vous avez sans doute vu que depuis quelque temps, il y a des débats assez animés sur la question de l'ISR en général et des investissements durables verts en particulier, notamment parce qu'on se rend compte qu'il y a des réactions d'un certain nombre d'États américains qui s'opposent finalement à l'orientation verte de beaucoup d'institutions financières. Alors, l'État du Texas vient d'annoncer qu'il boycottait 10 institutions financières et 348 fonds d'investissement, dont, je crois, BlackRock. Donc, c'est vraiment très important ce qui est en train de se passer. Et ça nous amène quand même à une question qui est importante. Est-ce que ces investissements durables, ces investissements verts sont effectivement des investissements qui performent? Et est-ce que on ne risque pas d'avoir un peu moins d'engouement pour ces investissements, lequel engouement explique quand même en partie leur surperformance. Alors, vous avez là 2 graphiques qui montrent qu'un indice vert que j'ai choisi parce que c'était un indice qui a été créé pour justement un mandat de gestion, pour le fonds de réserve des retraites, qui illustre bien ce qu'on peut faire sur mesure pour un investisseur. Ça a été fait d'ailleurs par Exane, donc par une filiale de BNP. Et vous voyez qu'il y a eu une belle surperformance de l'ordre de 40%, je crois, de l'indice sur, non, c'est un peu moins, pardon, c'est 29%, de l'indice sur l'Eurostoxx 50, qui est l'indice global. Intéressant aussi de regarder ce qui s'est passé, c'est le graphique de droite depuis le 24 février. Là, on pouvait penser que, évidemment, les pétroliers, donc qui ne sont pas vraiment dans les indices verts, les pétroliers et les gaziers allaient gagner beaucoup d'argent et donc être plus recherchés en bourse. Ce n'est pas forcément ce que nous dit ce graphique. Et pour vous donner un autre indice de la bonne résistance des investissements verts, Total a progressé depuis le 23 février, donc date de l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine, de 5%, alors qu'une entreprise d'électricité renouvelable comme EDPR, Électricité du Portugal renouvelable, a progressé durant la même période de 41%. Vous voyez que ces investissements, alors, ce sont quelques chiffres cités un peu au hasard, je n'ai pas fait d'étude globale, mais ces investissements résistent quand même bien et je pense que c'est un argument supplémentaire pour appeler les fondations à investir pour le climat. Merci Pierre, merci d'avoir du coup fait court et c'est très intéressant d'avoir redonné ces éléments de contexte. Alors pour la conclusion, je me tourne vers Michel Papalardo. Nous avons eu des interventions variées, complémentaires. Michel, votre synthèse, je rappelle que vous êtes présidente du label ISR, donc vous avez forcément un regard avec une belle acuité sur tout ça. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité d'abord à faire l'édito de ce super guide et ensuite de faire un petit bout de conclusion de ce webinaire. D'abord, pour vous dire que je suis extrêmement impressionnée. Je ne suis pas du tout une habituée de vos réveils climat, donc je ne savais même pas que ça existait. Donc, j'ai déjà appris beaucoup de choses ce matin. Et je suis très impressionnée par votre mobilisation à tous, par le travail fait, j'y reviendrai sur le guide lui-même, et puis par la qualité du webinaire et de tout ce qu'on vient d'entendre qui était extrêmement précis et tout à fait passionnant. Alors, le guide d'abord, je trouve vraiment que vous avez fait un très beau travail et j'insiste sur le fait que vous avez commencé par de la pédagogie. On a toujours le sentiment, quand on est un peu dans ces sujets, que finalement on se répète, tout le monde a tout compris, tout le monde sait tout. Et en fait, on s'aperçoit que non, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi il s'agit, qui ne comprennent pas les logiques, qui ne sont pas convaincus encore, on le voit dans les sondages. Donc, vraiment, faire de la pédagogie claire, simple, comme vous l'avez fait, c'est extrêmement utile et tout à fait nécessaire, ne serait-ce que pour savoir en fait quels sont les enjeux sur lesquels on va travailler. Et
pédagogie également sur les réglementations. Ça, je souligne l'importance de ce point parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une espèce de forêt qui, je l'espère, ne sera pas durable et qu'on va pouvoir bientôt y voir clair. Le deuxième point de votre guide, ce sont donc ce que vous avez appelé les clés pour agir. Et là, vous avez à la fois des méthodes et des outils. Et je pense que c'est bien d'avoir les deux. Il faut avoir une méthode claire, raisonnée, et tous les intervenants nous l'ont montré. Hein. Il faut partir de l'amont, comprendre pourquoi on veut agir et en déduire soi-même sa propre action en matière de placement à partir des outils. Et les outils, bien entendu, sont présentés de manière extrêmement pratique, avec des témoignages. Et ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui montre tout l'intérêt des témoignages, la possibilité de comprendre où sont les difficultés, où sont les risques et où sont bien entendu les solutions. Donc franchement, un objet, un guide tout à fait nécessaire. Et finalement, quand on y réfléchit, on se dit a posteriori, bah oui, c'était nécessaire, c'était évident, il fallait le faire. Donc, c'est toujours facile de le dire après, mais c'est aussi la preuve que c'était la bonne idée, c'était l'action à mener tout à fait, de manière tout à fait éclairée par le CFC et particulièrement, même si bien entendu ces réflexions concernent tous les acteurs économiques et financiers, mais particulièrement les fondations. Comme vous l'avez dit les uns et les autres, ce que vous recherchez, c'est d'avoir un impact positif et durable par vos actions, par les buts de vos fondations, mais ce serait quand même dommage d'annuler ces résultats en ne vous préoccupant pas de l'impact en fait de vos placements. C'est un besoin de cohérence, vous l'avez dit les uns et les autres. Pour moi, la cohérence, c'est le mot-clé du développement durable. On cherche l'équilibre, on cherche la cohérence, et bien il faut le faire aussi là en la matière, avec deux bonnes raisons. Alors une, vous y êtes tous revenus, ce qui est normal, c'est il ne faut pas financer, je résume avec des mots simples, il ne faut pas financer des projets contraires à l'action qu'on mène par ailleurs avec sa fondation. C'est évident, certes, mais ce n'est pas si facile à faire. Donc, il ne faut pas annuler ses efforts avec ses placements. Il y a un deuxième objet, un deuxième objectif, un deuxième intérêt à vos démarches. C'est que c'est comme ça que vous encouragez réellement les acteurs économiques à eux-mêmes se préoccuper du climat et à eux-mêmes intégrer des process et des actions et des politiques plus convergente avec les objectifs de l'accord de Paris et donc plus protectrice du climat. Il faut en être aussi conscient parce que je pense que ça ajoute quelque chose à l'action que vous menez. Les financiers, et quand vous parlez de placement, vous êtes financier, vous avez une force de conviction extrêmement forte. Et ça doit commencer à faire mal puisque, comme ça vient d'être rappelé, n'est-ce pas, le Texas et quelques autres commencent à réagir contre cette pression qui est faite par la finance et contrairement à ce qu'on nous dit, ou soi-disant tout ce qu'on fait ne sert à rien, que la finance durable, ça n'a pas de sens, etc., etc. C'est-à-dire, s'il y a des réactions aujourd'hui, c'est bien parce que ça marche, c'est bien parce que c'est efficace, c'est bien parce que ça fait peur, et donc continuer dans cette voie-là. Bon, mais une fois qu'on est convaincu, il faut savoir faire les bons placements et les bons choix. Ne faut pas se cacher la vérité, hein. C'est très compliqué. Je le dis comme l'a dit une des premières intervenantes, je ne suis pas une financière du tout. Donc, il a fallu que je me plonge dans un maquis de sigles, de vocabulaire extrêmement technique. Bon, ben, il faut qu'on y passe tous un peu plus ou moins par là, mais merci pour le guide. Ça nous éclaire dans la manière de faire. On a en plus des réglementations qui sont en évolution, en particulier les réglementations européennes, mais pas que, avec donc des interprétations différentes. Donc, tout ça est en train de bouger. On pourrait le voir de manière négative en se disant, bon, ça ne nous facilite pas la vie, mais en fait, il faut le voir de manière positive. Ça veut dire qu'il y a une vraie dynamique sur tous ces sujets.
on ne peut pas trouver la solution comme ça en claquant des doigts. Tout simplement, on est sur des sujets extrêmement anciens et extrêmement compliqués. Donc, cette évolution des réglementations, même si elle nous perturbe, elle va dans la bonne direction et il faut bien sûr l'accompagner. Et les outils, eux aussi, ils ne sont pas encore au niveau auquel on aimerait les voir, notamment tous les sujets de notation, tous les outils de mesure. Il faut prendre ce qu'on a et il faut aussi aller vers ceux qui vous paraissent les plus crédibles. Donc, bien comprendre qu'on a un pouvoir entre les mains, bien comprendre et bien connaître ses placements et ses émetteurs, pour choisir sa méthode. Plusieurs l'ont dit, je pense que c'est tout à fait important. Vous avez aussi toute la liberté que vous avez dans vos fondations, vous l'avez aussi sur vos placements. Quels sont les risques que vous voulez prendre? Quelles sont vos priorités? Je vais rajouter une complexité. Quelle est la dimension ESG globale que vous voulez donner, parce que là, on a beaucoup parlé de climat, c'est votre objet, mais il n'y a pas que la dimension climat, vous pouvez avoir des actions parfaites en termes de climat et très mauvaises en matière de droits de l'homme ou en matière sociale, donc je vous incite, et c'est l'objet du label ISR, d'avoir une vision, pas uniquement climat dans vos placements, vous l'avez certainement dans vos fondations, mais aussi dans vos placements, et puis de l'adapter au fur et à mesure que les besoins se font sentir et puis que les outils vous le permettent. Donc voilà, je m'arrêterai là. Vous avez entre les mains un outil extrêmement précieux et j'espère que vous allez tous l'utiliser, j'en suis convaincue, puisque vous êtes très mobilisés sur ces sujets. Tout ça bouge, tout ça évolue, mais c'est à travers les placements de vos fondations que vous allez encore augmenter finalement l'impact de vos fondations, et notamment en matière de climat. Je vous y encourage, bien entendu, et je suis convaincue du résultat grâce à tout ce travail que vous avez fait tous ensemble. Merci beaucoup, Michel, pour cette synthèse très complète qui nous met un peu en énergie, hein, on peut le dire. Effectivement, on n'est pas que dans le climat, on parle aussi de biodiversité, il y a aussi du social. Effectivement, c'est bien de réintégrer ces aspects. Alors, vous avez longuement cité le guide et du coup, dans les questions qui sont apparues sur le chat, des réponses tout de suite, oui. Et après, d'ailleurs, c'est Béatrice qui va pouvoir vous en dire plus à quoi ressemble ce guide. Oui, vous allez avoir accès au guide. Oui, vous allez avoir accès au support de présentation de ce matin. Et donc, Béatrice développera plus ces aspects après. Il y a une question sur notamment la possibilité de l'avoir traduit en anglais. Je laisserai Béatrice répondre. Et on avait une petite question sur la possibilité d'accès ou de consulter une grille de référence sur Agir Impact. Pierre a eu la gentillesse de répondre sur le chat. Je ne sais pas, Pierre, si vous voulez préciser quelque chose de plus. Non, c'est Anaïs. C'est Agri Impact et oui, j'ai précisé que… Pardon, Anaïs, excuse-moi, sur la Fondation Avril, pardon, excuse-moi. La grille, elle n'est pas, c'est un outil interne qui elle n'est pas diffusable dans l'État. Par contre, l'araignée, comme vous pouvez voir avec les différentes grands critères qui sont mesurés, ça, c'est dans le guide. Et après, au bout des 7 ans, en fait, une fois qu'on est dans un projet, nous, on va étudier, on va avoir les résultats au fil des années des indicateurs de toutes les exploitations. Et au bout des 7 ans, quand on sortira des projets, les résultats, là, ils seront publiés. OK, merci. Et donc, par rapport à la question de la traduction, nous, on ne l'a pas encore envisagé, mais oui, c'est tout à fait possible puisque nous sommes là pour répondre aux demandes. Et le guide, effectivement, n'est pas réservé aux fondations membres du CFF. Et on travaille déjà beaucoup avec l'Ocean Foundation. Donc, il y a encore moins de soucis. Mais je vais voir ce point pour la traduction. En tout cas, c'est une demande tout à fait encourageante qui montre bien qu'il y a un besoin. Et on voit bien qu'avec le contexte actuel, ce qui est dit dans les médias et ce qu'on observe à droite et à gauche, vraiment, on est dans une actualité incroyable. Et on sait, on est monté à 100. Oui, on est monté à 115 participants. On est monté à 115 participants tout à l'heure. Donc, on voit bien que le sujet vraiment intéresse beaucoup de monde dans notre écosystème. Alors, la question, je la cherche. Si on peut m'aider, est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a des questions? Marie et Béatrice, comme j'ai un tout petit écran, je veux bien que vous m'aidiez. Si j'ai raté une des questions dans le chat, n'hésitez pas. Il y avait une autre question, Béatrice, que j'ai ratée, c'est ça?
Non, c'est bon, c'est bon. Il y D'accord. avait Lorraine, mais je crois que tu as répondu. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être, Lorraine, si je puis me permettre, peut-être, Voilà. si je puis me permettre de réintervenir, peut-être Oui. pour rebondir aussi sur le dernier propos de Max à propos des coopérations. Dans le cadre du groupe de travail Finance et Climat, on s'était fixé un peu de grands objectifs qui étaient donc la production du guide. Et on s'était posé effectivement la question d'un outil commun pour mutualiser voilà, un outil au service des fondations sur ces questions d'investissement. On a un peu buté, c'est un petit peu compliqué, donc on n'a pas décidé trop de poursuivre ça en se disant que c'était peut-être pas forcément la prochaine étape dans la mesure où c'est, et je crois que ça a été bien rappelé dans les différents témoignages, qu'il y a quand même des stratégies qui sont très différentes en fonction de là où vous êtes, parce que chaque fondation a des contraintes, a une histoire différente. En revanche, effectivement, il peut y avoir des coopérations. Alors, Max l'a pas cité, mais je sais que le Fonds Indiama est en train de regarder ce que nous on fait, notre propre fonds sur l'alimentation durable et comment éventuellement on peut créer des synergies. Voilà, donc je pense que le guide ouvre aussi à des voies de futures coopérations et je pense que moi je suis beaucoup, et ça a été un peu le fondement du développement de la Fondation Carasso, du learning by doing. Et de se dire avant de concevoir des grands concepts, des grandes théories, parfois il faut savoir aussi passer par la phase d'expérimentation et de voir ce qu'on peut en tirer pour éventuellement faire des propositions qui soient tout de suite assez adaptables. Donc, je vous encourage finalement à prendre des contacts les uns par rapport aux autres et de voir effectivement si on peut tester des choses ensemble. En tous les cas, je suis comme Max, je prône beaucoup ces coopérations d'expérimentation. Parce que je ne crois pas qu'on puisse proposer des modèles qui tout de suite conviennent à tout le monde. Le sujet est quand même très complexe. Je pense que c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Marie-Stéphane, parce que justement, quand on commence à creuser le sujet, c'est intéressant aussi d'aller voir ce que font les autres. Justement, ce que vous faites côté Carasso sur le sujet du private equity impact c'est très intéressant. Ça fait longtemps que vous faites ça, c'est très poussé. Moi, j'ai pas forcément la force de frappe pour aller aussi loin, au moins tout de suite. Donc, justement, il y a un côté learning by doing en s'appuyant sur des gens qui ont déjà fait et en venant, pourquoi pas, co-investir avec eux quand on a des synergies. Donc, moi, je suis aussi ouvert s'il y a des gens que ça intéresse de venir voir ce que nous, on a fait et qui ont envie de voir s'ils veulent co-investir. Nos fonds, ils sont ouverts. Donc, si jamais notre cahier des charges intéresse des gens, c'est possible aussi. Voilà, je pense que c'est important que au moins ceux qui ont fait le travail, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, on soit aussi ouvert au fait que d'autres puissent se joindre à nous. C'est une bonne remarque parce qu'effectivement, il n'y a pas de clé en main et il faut être dans le partage des best practices pour s'inspirer. Alors, ce qui est intéressant aussi dans les chats et dans la partie questions-réponses, il y a deux réactions, là, Lorraine Derville et Guillaume Pagnier, et nos bénéficiaires dans tout ça, c'est-à-dire les associations que nous soutenons. La question est aussi soulevée ici de dire comment on peut, nous, les accompagner, les fondations, dans leur propre démarche vis-à-vis des questions environnementales, climatiques notamment. Je ne sais pas si parmi nos intervenants, nos panélistes, qui veut répondre peut-être sur comment soutenir nos bénéficiaires, les associations ou les projets. Si tu me permets, j'ai une partie de la réponse. Venez à la formation Fondation et Climat le 24 novembre et c'est un des points qui sera abordé puisque ça fait partie des engagements du manifeste pour le climat. Et puis pour les associations, bien sûr, c'est le rôle des fondations de les financer. Donc, c'est tout à fait prévu. Ouais. Non, mais je pense que si je peux me permettre, au-delà de ça, c'est une préoccupation de beaucoup de fondations d'accompagner et de faire grandir nos porteurs de projets. Si on considère que bénéficiaire pour une fondation qui fait des dons, c'est d'abord le porteur de projet avant le bénéficiaire direct, final. Et donc, il y a des… Alors, nous, on a fait un premier test en Espagne, puisqu'on est franco-espagnol. On a travaillé avec la branche espagnole d'une association anglaise qui est spécialiste de la transition écologique pour les structures culturelles. Vous voyez, c'est très précis. Et donc, on a fait un pilote avec un certain nombre de projets pour les accompagner dans cette transition. Donc, ça va au-delà, bien sûr, ce n'est pas une question d'investissement. Là, on est vraiment sur l'accompagnement à la transition de structures. Et je sais que la Fondation de France avait, depuis des années, bien avant ces sujets-là, eu une espèce de label d'incitation sur ces questions environnementales. Voilà, donc les fondations essaient effectivement, bien entendu, peut-être pas toutes, peut-être qu'on balbutie, on apprend également, mais au-delà de notre propre chemin, notre propre voyage
climatique, d'accompagner aussi nos porteurs de projets dans ce voyage-là. Mais on a beaucoup à apprendre et là aussi, on a beaucoup à partager pour éviter éventuellement de perdre du temps à réinventer la roue. Alors, justement, pour rebondir, Marie-Stéphane, effectivement, au niveau de notre direction du mécénat, quand ils soutiennent, et de nos programmes, quand ils soutiennent les associations, ils ont un guide méthodologique pour aider justement à évaluer, à réduire les impacts environnementaux des actions des associations. Alors, ce n'est pas déployé sur toutes les associations, mais quand c'est possible, on a un guide méthodologique sur le sujet. Qui est partageable, Olivier? Faut que je vois avec notre… oui, peut-être, sûrement. Ouais. Ok. Heidi, je vois que vous levez la main. On vous écoute. Oui, une intervention pour le bénéfice de la fondation que je dirige. Je pense que déjà, il faudrait qu'il y ait une connaissance des fondations opératrices qui sont adhérentes au CFF, parce que ces fondations qui adhèrent, elles sont déjà d'emblée, pour la plupart, dans une démarche. Et nous qui sommes à la recherche de financement en permanence, moi j'ai ouvert un pôle mécénat parce que nous n'avons pas de fonds, nous redistribuons et nous recherchons des fonds, nous menons des projets. Et c'est très compliqué de trouver des financements. Donc je pense qu'il serait déjà intéressant que les fondations redistributrices, comme toutes celles que nous avons entendues aujourd'hui, puissent connaître les projets des fondations opératrices comme celle que je dirige. Voilà. Ça tombe très bien parce que c'est un sujet d'actualité au CFF, donc je donne la parole à Jean-Marc là-dessus. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup et merci Heidi. Donc, nous organisons très prochainement et précisément le 5 octobre prochain la restitution du premier panorama présentant les fondations opératrices en France. Et donc, vous êtes toutes et toutes les bienvenues à cette présentation qui se tiendra à la Fondation Sommer. Vous avez les informations sur le site du CFF sur l'agenda et vous pourrez venir découvrir ces fondations qui sont pas souvent assez bien connues. Elles représentent pourtant l'essentiel du poids économique et du nombre de salariés du secteur et elles ont un potentiel d'impact, y compris sur les questions environnementales, tant au travers de leurs propres pratiques que pour leur placement, qui est très important. Et donc, vous pourrez venir découvrir ces fondations opératrices le 5 octobre à la Fondation Sommer et le panorama sera diffusé comme d'habitude sur notre site pour tout le monde. Et je tenais juste aussi à rajouter que j'étais très heureux de la qualité des échanges d'aujourd'hui et j'ai eu plusieurs messages directs soulignant ça et l'intérêt de ces travaux que vous avez pu porter et présenter aujourd'hui. Donc, je tenais à vous remercier toutes et tous. Merci Jean-Marc. Alors, à quoi il ressemble ce guide? Béatrice, tu vas nous le commenter. Comme après, je n'interviendrai plus, moi, je remercie aussi les intervenants. Vous illustrez parfaitement l'œuvre collective, la coopération qui fait partie de l'état d'esprit des fondations et des fonds, et notamment du CFF, et qui anime aussi cette CFFC. Béatrice, alors, dis-nous en plus sur ce guide. Donc, ça y est, il est en ligne. Et donc, vous pourrez tous et toutes, bien sûr, en profiter et le lire de A à Z, je l'espère. Si la lecture, je dirais, trop complète vous pose problème, vous aurez en ligne dès lundi un résumé avec 5 questions sur lesquelles vous pourrez cliquer, vous aurez les réponses derrière. Donc, maintenant que vous le voyez concrètement, je remercie également la super graphiste Erika Delon. La société s'appelle Welcome Fox parce qu'ils ont vraiment fait un énorme travail et donc ils sont en train de terminer l'aspect résumé. En complément, vous aurez aussi, donc il faut que je revienne sur le PowerPoint. Voilà. Une fiche de bonne pratique, puisque nous avions un autre groupe de travail qui bossait en parallèle. Et donc, la toute première fiche de bonne pratique des membres de la coalition climat va sortir également et qui porte justement sur ce sujet de la finance responsable. Donc là, ça sera, et je sais que certains membres ici présents me l'avaient demandé,
ça sera simplement un recto verso, où vous aurez absolument l'essentiel. Voilà. Ensuite, pour les rendez-vous à venir, parce qu'on ne s'est pas fini, donc pour le guide, bien sûr, vous pouvez revenir vers moi autant de fois que nécessaire, enfin, et avec toutes vos questions, commentaires, suggestions. On fera des mises à jour régulières, donc vous aurez des rendez-vous tous les trimestres pour pouvoir échanger, questions-réponses. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore qualifié le titre de ce rendez-vous, mais on est sur Allô docteur, finance et climat, ou autre sujet autour du climat. Et pour répondre à Michel Papalardo, on inclut bien tous les critères ESG, même si on met en avant l'aspect environnemental, c'est tout à fait sans négliger les autres. Et sans négliger non plus aucun ODD. Donc, prochain réveil climat, ça sera sur le poste, enfin, hélas pas poste parce que c'est toujours en cours, mais les crises climatiques en cours, et notamment cet été en France, et du coup, toute l'adaptation que ça génère derrière au plan seul environnemental, mais justement social, sociétal, dans les modes de travail, dans la prévention, etc. Et donc, voilà, un grand débat avec des experts sur ce sujet. Et le 15 décembre, ça sera les fondations d'entreprise avec un aspect lien avec leur démarche RSE et la fondation et comment gérer ces deux ensemble. Et surtout, notez les deux grands rendez-vous les plus, disons, importants, en plus des réveils climat qui vous sont maintenant habituels. Donc, le deuxième rendez-vous Fondation et Climat à l'Académie du Climat le 17 novembre de 17h à 22h. Donc, il y aura à la fois une conférence avec 3 tables rondes sur l'adaptation et la présentation des résultats de toutes vos actions. Enfin, quand je dis vos, c'est tous les signataires, donc les 141 signataires qui sont en train de faire le bilan de ce qu'ils ont pu mettre en œuvre. Et enfin, la formation au climat, une toute première formation, donc organisée via le CFF le 24 novembre de 9h30 à 17h30. Et vous pouvez y convier tous les membres, y compris, enfin, je veux dire, pas seulement les membres, mais tous ceux qui sont intéressés, pour savoir comment mettre en œuvre ce manifeste, qui est aussi, en fait, une forme de plan d'action, tout simplement, pour intégrer les critères environnementaux dans tout ce qu'on fait. Donc, ça peut concerner également les bénéficiaires qui étaient mentionnés tout à l'heure, pourquoi pas. Voilà, et après, on vous a mis tous les liens, vous les recevrez pour ne rien perdre de ces précieuses informations. Le rendez-vous le plus proche qui arrive, c'est la Journée européenne des fondations, le 27 septembre. Donc là, ce n'est pas que climat, mais c'est un rendez-vous très important. Et donc, vous avez également le lien dans le chat pour pouvoir vous inscrire si ce n'est pas fait. Sinon, vous le retrouvez sur le site du CFF que je vous ai mis tout en bas. Voilà, voilà. Il me reste vraiment à vous remercier infiniment. Déjà d'avoir été si nombreux à vous inscrire et aussi à participer. Et je remercie vraiment très, très fort tous les intervenants qui ont quasiment tenu le timing, qui ont accepté les aléas de connexion, dont les miens, et qui ont eu vraiment un discours percutant. Il y a une question qui m'avait été posée aussi avant ce webinaire, qui est comment faire pour avoir des contacts et s'échanger entre fondations. Donc, il y a bien sûr les rendez-vous que je vous ai mentionnés, mais je sais aussi que les témoins ici présents sont tout à fait prêts à être en relation avec d'autres fondations. Donc, venez à notre anniversaire le 17 novembre ou sinon, n'hésitez pas à m'écrire pour avoir les coordonnées d'un autre. Et effectivement, je pense que c'est en s'entraidant que ça pourra fonctionner. Et puis, on fera ces rendez-vous, donc questions-réponses trimestrielles. On diffusera aussi des mises à jour du guide parce qu'évidemment, les pratiques et la réglementation changent bien sûr régulièrement. Voilà, je crois que nous en avons terminé pour aujourd'hui. Et en résumé, merci. Merci à tous.